Puisque Queequeg et moi sommes désormais bel et bien embarqués dans cette affaire de chasse à la baleine, et cette affaire de chasse à la baleine ayant fini, je ne sais comment, par être considérée chez les terriens comme une activité dépourvue de poésie et peu honorable, j'ai le plus vif désir de vous convaincre, vous, terriens, de l'injustice qui nous est faite à nous, chasseurs de baleines. Sans doute, l'une des raisons majeures pour lesquelles le monde nous refuse les honneurs, à nous, baleiniers, est celle-ci. On pense que notre vocation équivaut au mieux à une sorte de boucherie et qu'une fois dans le feu de l'action, nous baignons dans toutes sortes de souillures. Bouchers nous sommes, c'est vrai, mais bouchers aussi, et bouchers de la plus sanglante espèce, furent tous les chefs militaires que le monde se plaît invariablement à honorer. Pour ce qui est de l'allégation de malpropreté touchant notre travail, vous serez bientôt initiés à certains faits jusqu'ici quasiment inconnus de tous et qui, au bout du compte, poseront triomphalement la chasse au cachalot et son bateau au moins au nombre des choses les plus propres qui existent sur cette coquette terre. Mais en admettant même que cette accusation soit vraie, quel pont désordonné et glissants d'un navire baleinier sont comparables à l'indescriptible charogne des champs de bataille d'où tant de soldats reviennent pour trinquer sous les applaudissements de ces dames? Et si l'idée du danger fait tant pour le prestige populaire du métier de soldat, laissez-moi vous dire que plus d'un vétéran ayant marché sans crainte à l'assaut d'une batterie reculerait bien vite à l'apparition de l'énorme queue du cachalot battant l'air au-dessus de sa tête. Car que sont les terreurs que l'homme peut comprendre comparées aux terreurs mêlées de prodiges envoyés par Dieu? Mais si le monde nous dénigre, nous, chasseurs de baleines, il nous rend pourtant, sans le vouloir, l'hommage le plus profond, une adoration débordante en vérité, car presque tous les flambeaux, lampes et chandelles qui brûlent sur la surface du globe brûlent à notre gloire comme devant autant d'autels. Des années durant, le navire baleinier a été un pionnier, furetant dans les parties les plus lointaines et les moins connues de la Terre. Il a exploré des mers et des archipels qui ne figuraient sur aucune carte. Si les bâtiments de guerre américains et européens entrent aujourd'hui en toute quiétude dans des ports autrefois barbares, qu'ils tirent des salves d'honneur à la gloire du baleinier qui, à l'origine, leur a ouvert la voie et fut le premier interprète entre eux et les sauvages. On peut célébrer tant qu'on voudra les héros des expéditions d'exploration, vos Cook, vos Krusenstern. Je dis pourtant que bien des capitaines anonymes sont partis de Nantucket qui étaient aussi grands, voire plus grands que vos Cook et vos Krusenstern, car les mains vides et sans secours aucun, eux, dans les eaux païennes, infestées de requins, sur les plages d'îles improbables où pleuvaient des javelines, oui, eux affrontèrent des prodiges et des terreurs vierges que Cook, avec tous ses marins et ses mousquets, n'aurait pas volontiers bravés. Tout ce dont on fait tant d'histoires dans les anciens voyages aux mers du Sud, ces choses-là n'étaient que l'ordinaire de nos héroïques Nantuckais. Bien souvent, des aventures auxquelles Vancouver consacre 3 chapitres, ces hommes ne les jugeaient pas même dignes d'être consignés dans le journal de bord de leur navire. Ah, le monde, le monde. Avant que les baleiniers ne doublent le cap Horn, il n'existait aucun commerce et à peine quelques rares échanges autres que coloniaux entre l'Europe et la longue enfilade des opulentes provinces espagnoles sur la côte pacifique. Ce fut le baleinier qui, le premier, ouvrit une brèche dans la politique exclusive de la couronne espagnole touchant ses colonies. Et cette grande Amérique, de l'autre côté du globe, l'Australie, elle fut donnée au monde civilisé par le chasseur de baleines. Si ce pays fermé à double tour qu'est le Japon devient jamais hospitalier, c'est au navire baleinier seul, déjà sur son seuil, qu'en reviendra le mérite. Et si, à ma mort, mes exécuteurs testamentaires, ou plus exactement mes créanciers, trouvent dans mon bureau quelques précieux manuscrits, j'en attribue ici par avance tout l'honneur et la gloire à la chasse à la baleine, car un navire baleinier fut mon Yale et mon Harvard. Le second du Pequog était Starbuck, natif de Nantucket et Quaker d'origine.
C'était un homme long, grave, et quoique né sur une côte glaciale, apparemment bien adapté aux latitudes brûlantes, avec une chair dure comme un biscuit recuit. Il avait dû naître en un temps de sécheresse et de famine générale. Il n'avait vu qu'une trentaine d'étés, mais ces étés arides avaient desséché en lui toute graisse superflue. Pourtant, cette maigreur, pourrait-on dire, ne semblait ni le signe de chagrin et de soucis ravageurs, ni celui d'un quelconque amoindrissement physique. C'était juste l'homme condensé. Il n'avait rien de laid, bien au contraire. Embaumé dans sa santé et sa force intérieure, comme une momie égyptienne ressuscitée, ce Starbuck semblait prêt à traverser les longs siècles à venir et à les traverser toujours comme aujourd'hui. Quand on le regardait dans les yeux, on avait l'impression d'y voir encore défiler les 1000 périls qu'il avait calmement affrontés dans sa vie. Cependant, malgré cette sobriété et ce courage robuste, il y avait en lui certains traits de caractère qui semblaient bien près parfois de l'emporter sur tout le reste. La farouche solitude de la vie en mer l'avait fortement enclin à la superstition, mais à cette sorte de superstition qui, chez certains, paraît plutôt trouver sa source dans l'intelligence que dans l'ignorance. Présages extérieurs et pressentiments intérieurs étaient son fort. « Je ne veux personne dans ma baleinière », répétait Starbuck, « qui n'ait pas peur de la baleine. » Par là, il voulait dire non seulement, semblait-il, que le courage le plus sûr et le plus utile résulte d'une juste évaluation du danger, mais aussi qu'un homme sans aucune peur est un compagnon bien plus dangereux qu'un lâche. « Oui, oui, disait Stubb, le deuxième second, Starbuck, c'est l'homme le plus prudent que vous trouverez jamais sur un baleinier. Mais nous verrons sous peu ce que le mot « prudent » signifie au juste dans la bouche d'un homme comme Stubb, ou dans celle de tous les chasseurs de baleines ou presque. Starbuck n'était pas un croisé en quête de péril. Chez lui, le courage n'était pas un sentiment, mais une chose simplement utile, toujours disponible et pratique en cas d'occasion mortelle. Sans doute pensait-il en outre qu'en matière de chasse à la baleine, le courage comptait parmi les articles de première nécessité à bord, au même titre que le bœuf et le pain, et qu'il ne fallait pas le gaspiller bêtement. C'est pourquoi il n'aimait pas mettre les baleinières à la mer après le coucher du soleil, ni s'entêter à combattre un animal qui lui-même s'entêtait trop dans la lutte. Mais le récit qui va suivre devrait-il révéler l'avilissement total de la force d'âme du malheureux Starbuck. C'est à peine si j'aurais le cœur de l'écrire, car c'est une chose fort affligeante, voire choquante, que de montrer la chute de la bravoure dans une âme. Les hommes peuvent paraître détestables en tant que société d'actionnaires ou que nation, fripons, idiots et meurtriers, ils peuvent l'être. Les hommes peuvent avoir des faces vicieuses et mesquines, mais l'homme, dans son idéal, est si noble et radieux, une créature si grandiose et éblouissante, que sur toute tare ignominieuse en lui, ses semblables devraient se précipiter et la couvrir de leurs plus coûteux vêtements. Cette humanité immaculée que nous sentons en nous, elle saigne avec l'angoisse la plus aiguë au spectacle révélé d'un homme ayant perdu sa bravoure. Cette dignité sacrée dont je parle n'est pas la dignité des rois et des porteurs de tauges, mais cette généreuse dignité sans vêtements d'apparat. On la voit briller dans le bras maniant une pioche ou plantant un clou, cette dignité démocratique qui, sur tous, irradie sans fin et vient de Dieu lui-même, le grand Dieu absolu, le centre et la circonférence de toute démocratie, son omniprésence, notre divine égalité. Si donc, aux plus vils marins, renégats et parias, je confère par la suite de hautes, quoique sombres qualités, si je les couvre de grâce, de la tragédie, si même le plus lugubre, voire le plus humilié d'entre eux se hisse parfois vers de sublimes sommets, alors, contre toutes les critiques des mortels, justifie mes dires, toi, juste esprit d'égalité, qui a jeté un royal manteau d'humanité sur toute mon espèce. Stubb était le deuxième second. Il était natif du Cap Cod, un bienheureux, ni poltron, ni brave, qui prenait les dangers comme il se présentait, avec un air indifférent, et, à l'instant le plus critique de la chasse, qui travaillait aussi calme et serein qu'un compagnon charpentier engagé à l'année.
Jovial, placide et insouciant, il menait sa baleinière comme si le combat le plus implacable était un simple dîner et ses hommes des invités. Il était aussi exigeant sur les commodités dans sa partie de la baleinière qu'un vieux cocher de diligence sur le confort de son siège. Lorsqu'il touchait à la baleine, au moment crucial de la lutte, il maniait sa lance impitoyable avec froideur et désinvolture. Flanc contre flanc, avec le monstre le plus furieux, il fredonnait ses vieux airs de rigodon. Une longue expérience avait fait, pour Stubb, des mâchoires de la mort un fauteuil. La chose qui peut-être, parmi d'autres, faisait de Stubb un homme si accommodant et sans peur, cheminant gaiement sous le fardeau de la vie dans un monde plein de graves colporteurs, ployant tous sous leurs ballots, la chose qui provoquait aussi la bonne humeur presque impie qui était la sienne, cette chose devait être sa pipe. Car sa petite pipe courte et noire appartenait au même titre que son nez aux traits de son visage. On se serait plus attendu à le voir sauter de son hamac sans son nez que sans sa pipe. Le troisième second était Flask, natif de Tisbury sur Martha's Vineyard. Un gars jeune, petit, trapu et rougeau, très pugnace avec les baleines, qui semblait penser que les gros léviathans lui avaient fait un affront personnel et héréditaire, et qui, de ce fait, mettait une sorte de point d'honneur à détruire tous ceux qui croisaient sa route. Il était si parfaitement fermé à tout sentiment de respect pour leur merveilleuse majesté et leur manière mystérieuse, si insensible à toute appréhension d'un danger possible à les affronter que, dans sa pauvre idée, l'extraordinaire baleine n'était qu'une espèce de souris fortement grossie, mettons un radeau, qui réclamait juste un peu de ruse, de temps et de peine avant d'être tué et bouilli. Ces trois seconds, Starbuck, Stubb et Flask, étaient des hommes importants. C'étaient eux qui, selon la hiérarchie en usage, commandaient trois des baleinières du Pequod. Armés de leurs longues lances acérées, ils formaient un trio choisi de lanciers, tandis que les harponneurs étaient des lanceurs de javelines. Et puisque, dans cette fameuse chasse, chaque second est patron de baleinière, tel un chevalier des temps jadis est toujours accompagné de son homme de barre et harponneur qui, le cas échéant, lui passera une nouvelle lance quand la première aura été tordue ou pliée dans l'assaut, et vu que les deux hommes vivent en général dans une étroite et amicale intimité, il n'est qu'à propos de dire ici qui étaient les harponneurs du Pequod et à quel patron appartenait chacun. Tout d'abord venait Queequeg, que Starbuck, le premier second, avait choisi pour écuyer, mais on connaît déjà Queequeg. Ensuite venait Tashtego, un Indien pur sang de Gay Head, le cap le plus à l'ouest sur Martha's Vineyard, où subsistent encore les derniers vestiges d'un village de Peau-Rouge qui a longtemps fourni à l'île voisine de Nantucket beaucoup de ses harponneurs les plus intrépides. Les longs cheveux d'ébène de Tashtego, ses pommettes hautes et ses grands yeux noirs, tout le proclamait assez héritier du sang pur de ces fiers chasseurs guerriers qui, sur la piste du grand élan de la Nouvelle-Angleterre, écumaient l'arc en main les forêts primitives du continent. Mais Tashtego ne traquait plus les bêtes sauvages dans les bois, il chassait désormais dans le sillage des grandes baleines de la mer, et le sûr harpon du fils remplaçait dignement la flèche infaillible des pères. Tashtego était l'écuyer de Stubb, le deuxième second. Le troisième harponneur était Daggoo, un sauvage gigantesque, noir comme le charbon, à l'allure de lion. Dans sa jeunesse, Daggoo s'était volontairement embarqué à bord d'un navire baleinier au mouillage dans une crique solitaire de sa côte natale. N'ayant jamais vu du monde que l'Afrique, Nantucket et les ports païens fréquentés par les baleiniers, Daggoo conservait toujours ses vertus barbares et, droit comme une girafe, arpentait les ponts dans toute la splendeur de son mètre 95 en chaussettes. On éprouvait une humilité physique quand on levait les yeux vers lui. Chose curieuse, ce nègre impérial était l'écuyer du petit Flask qui, à côté de lui, avait l'air d'un pion d'échiquier. Quant au reste de l'équipage du Pequod, il était presque exclusivement composé d'insulaires, des isolaères, comme je les appelle, qui ne se reconnaissaient pas dans le commun continent des hommes, mais vivaient chacun sur un continent à part, bien à lui. Pourtant, fédérés sur une seule et même quille, quel clic ils formaient, ces isolaires. Pendant plusieurs jours après le départ de Nantucket, on ne vit rien du capitaine Achab au-dessus des écoutilles.
Les seconds se relayaient régulièrement au quart, et, faute de preuves visibles du contraire, semblaient seuls commander à bord. Cependant, il leur arrivait de sortir de la cabine avec des ordres si soudains et péremptoires que finalement il devint clair qu'ils ne commandaient que par délégation. Le bateau ayant quitté le port à Noël, pendant un bon moment, nous eûmes un froid polaire et mordant, même si nous ne cessions de filer vers le sud. Chaque degré et chaque minute de latitude gagnée nous éloignait peu à peu de cet hiver impitoyable et de son intolérable mauvais temps. Ce fut par l'un de ces matins moins menaçants, mais encore bien gris et mornes, alors que, sous bonne brise, le navire courait sur l'eau avec des bonds vindicatifs et une rapidité mélancolique, que, montant sur le pont à l'appel du quart du matin, je levai les yeux vers la lisse de couronnement avec un frisson prémonitoire. La réalité dépassa l'appréhension. Le capitaine Achab se tenait sur le gaillard d'arrière. Il avait l'air d'un homme qu'on aurait arraché au bûcher à l'instant où le feu léchait ses membres, mais sans les consumer, ni leur ôter même une parcelle de leur compacte et vieille robustesse. Sa haute et large stature semblait couler dans un bronze massif, se faufiler dans ses cheveux gris pour descendre droit sur un côté de son visage et de son cou tanné et disparaître sous ses vêtements une balafre fine comme une baquette, d'un blanc livide. Elle ressemblait à cette cicatrice verticale que l'on voit parfois sur le tronc droit et majestueux d'un grand arbre après que la foudre l'a déchiré, mais sans briser la moindre branche, laissant l'arbre toujours vivant et vert, mais marqué au fer. Quant à savoir si cette marque était née avec lui, ou bien la cicatrice de quelque épouvantable blessure, nul ne pouvait le dire avec certitude. Par une sorte d'accord tacite, pendant tout le voyage, on y fit peu ou pas allusion, surtout chez les officiers du bord. Je fus tellement impressionné par la mine sinistre d'Achab et le livide stigmate qui le zébrait que, sur le coup, je remarquai à peine que la barbare jambe blanche sur laquelle il s'appuyait à demi n'était pas pour rien dans cette apparence redoutable. Je savais déjà que cette jambe d'ivoire avait été façonnée en mer, dans l'os poli d'une mâchoire de cachalot. Je fus frappé par la position singulière dans laquelle se tenait le capitaine. De chaque côté du gaillard d'arrière du Pécode, tout près des haubans d'artimon, on avait percé un trou profond d'1 centimètre environ dans le bordage. Sa jambe en os venait se caler dans ce trou. Le bras levé, accroché à un hauban, le capitaine Achab se tenait droit, le regard fixé loin au-delà de la proue toujours plongeante du navire. Il y avait une force d'âme très ferme, un courage infini et une détermination obstinée, inébranlable dans la fixité de ce regard sans peur qui se portait en avant. Pas un mot ne passait ses lèvres. Ses officiers non plus ne lui parlaient pas. Mais, par leurs moindres gestes et expressions, ils montraient clairement l'impression pénible, voire douloureuse, qu'ils avaient de se trouver sous l'œil d'un maître tourmenté. Non seulement cela, mais cet Achab sombre et dévasté se tenait devant eux, avec une mine de crucifié, dans toute l'indicible, souveraine et arrogante majesté de l'homme frappé par quelque formidable malheur. Il ne fut pas long, après sa première visite en plein air, à se retirer dans sa cabine. Mais à partir de ce matin-là, chaque jour il apparut aux yeux de l'équipage, tantôt debout dans son trou à pivot, tantôt assis sur un tabouret d'ivoire, tantôt arpentant le pont d'un pas lourd. À mesure que le ciel devenait moins lugubre et incliné un peu à la clémence, il sortait de sa réclusion. Et, peu à peu, il en vint à passer presque tout son temps dehors, sur le pont enfin ensoleillé.